Bonjour à tous, rebonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le webinaire sur le changement d'outils actuariel. Je me présente, je m'appelle Mordechai Ross, je suis senior manager au sein du cabinet Actuelia et je suis accompagné aujourd'hui de Fida et de Franck Coallier qui du coup m'ont présenté avec moi ce webinaire. Euh, Aujourd'hui, peut-être je laisse Tu veux que je me présenter. présente? Ouais. Bonjour, Franck Collier. Donc moi, je suis du cabinet Talent et en fait, nous associons Actuelia pour ce webinaire avec un objectif, c'est quel est le meilleur moyen de sortir d'un outil actuariel qui pourrait s'appeler par exemple SAS, sans le nommer évidemment. Voilà, je te donne la parole. Hello, bonjour à tous. Moi, c'est Fida Végi, je suis consultante au sein du cabinet Actualia depuis 3 ans maintenant. Et je vais vous présenter aujourd'hui avec Mordechai et Franck les différents outils et les stratégies pour migrer de ça. C'est peut-être un cas pratique pour que vous visualisez un peu plus l'outil. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Même si je pense que tout le monde nous connaît un peu. Cabinet Actuelia a été créé en 2013. Aujourd'hui, nous sommes à peu près une quarantaine de consultants. On intervient auprès de 550 clients à peu près, assureurs, mutuelles, instituts de prévoyance ou autres entreprises privées pour des missions un peu particulières. On intervient sur pas mal de sujets actuariels, à peu près tout le spectre de l'actuariat, aussi bien solvabilité 2 que le provisionnement, ou bien même le suivi technique ou la tarification de nouveaux produits, ou même des sujets de réassurance, d'ALM et tout type, enfin, vraiment tout type de sujets géographiques. On a aussi plusieurs cabinets un peu dans le monde. On a dans le, enfin dans le monde, en France et au Maroc. Du coup, on travaille un peu aussi avec le Maroc et la Tunisie sur tout ce qui est actuariat en Afrique du Nord. Talent. Alors Talent, c'est un groupe qui est constitué de 4200 personnes, avec une entité à l'intérieur dont je fais partie qui s'appelle Talent Consulting. Talent Consulting, c'est 350 personnes qui sont réparties sur différents secteurs d'activité, l'énergie, le transport, la banque et l'assurance. Et dans l'assurance, nous sommes une cinquantaine de consultants qui répondent à des problématiques tant d'organisation, d'optimisation de processus ou de transformation de systèmes d'information. Et dans nos missions, nous sommes accompagnés par le reste du groupe qui travaille sur des solutions technologiques, tant sur des déploiements de systèmes d'information qui pourraient être SAP, Salesforce ou tout autre système, ou sur des points très particuliers tels que la cybersécurité. Et l'idée aujourd'hui avec Talent, enfin, pourquoi on s'associe aujourd'hui avec Talent, c'est vraiment d'avoir et d'un côté la connaissance informatique, la base de données et tout ce qui est euh, bah, gestion de base de données et ASI, et du coup la partie technique du coup actuarielle pour tout ce qui est besoin en termes de données, besoin en termes d'études, de process et actuariel pour du coup avoir vraiment une connaissance un peu 360 degrés sur le sujet et pouvoir au mieux accompagner du coup sur ces différents besoins qui existent aujourd'hui. Alors, mais du coup, pourquoi aujourd'hui changer d'outil actuariel? Alors, il y a, il y a vraiment une concordance on va dire, de situations qui arrivent. D'une part, les infrastructures, enfin tout ce qui est infrastructure, stockage et capacité de traitement et de visualisation des données évoluent. Et quand on dit se démocratise, c'est-à-dire que ce ne sont plus des outils qui requièrent des mois et des mois de formation avant de les utiliser. Certes, il faut peut-être des mois et des mois avant de les paramétrer, mais en tout cas, les utiliser et faire des premiers paramétrages au premier niveau, ça peut être fait par tout le monde.
Le deuxième, c'est que si les compétences autour de tout ce qui était data science étaient quelque chose qui était extrêmement rare il y a encore, on va dire, 5-10 ans, ce sont maintenant des compétences qu'on trouve. Donc, la capacité de développer soi-même certaines solutions ou de s'appuyer sur des socles techniques est beaucoup plus facile pour l'ensemble des acteurs. Le troisième point, c'est qu'il y a de fait, en tout cas dans le monde de l'assurance que nous connaissons, une amélioration autour de la qualité des données, de fait des réglementations, déjà, S2, et puis aussi parce qu'il y a une maturité autour de tout ce qui est gouvernance de données, data owner et data governance. C'est vraiment des sujets qui sont maintenant matures et qui sont relativement bien partagés au sein du monde de l'assurance. Et puis enfin, il y a un dernier élément qui permet de se dire qu'on peut migrer facilement, c'est-à-dire que si on prend un cloud privé avec une capacité de traitement, une capacité de mémoire certaine, on peut, de manière assez simple et ponctuelle, augmenter cette capacité de mémoire et capacité de traitement pour effectuer très concrètement la migration. On peut doubler sa capacité de mémoire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, et on peut sa capacité de CPU, donc de traitement, peut aussi l'augmenter de manière temporaire. Donc, le besoin technologique, le socle pour la migration, on peut l'acquérir de manière temporaire avec un coût extrêmement limité. Et du coup, dernier point aussi. Du coup, le dernier point, ce serait qu'aujourd'hui, c'est vrai il y a un peu de peur lorsqu'on change d'outil lié au code et aux évolutions de code. Du coup, quand c'est un peu boîte noire ou autre, et que du coup, ou même qu'on a un code, mais on ne se l'est pas approprié, et qu'on a peur de devoir le transformer dans un autre langage. Aujourd'hui, avec tous les outils, notamment IA, qui sont à disposition, alors même si faut quand même prendre avec beaucoup de pincettes, et qu'il faut plutôt l'utiliser comme tremplin et comme appui plutôt que tel quel, ça aide aussi en termes d'efficacité, en termes de rapidité. Enfin, il y a beaucoup, enfin, ça permet d'améliorer, enfin, pas d'améliorer, enfin, d'améliorer le process d'un côté au terme de code, mais aussi d'accélérer le process de transformation et de changement, du coup, et en plus permet d'augmenter aussi la fiabilité du code en quelque sorte. Et du coup, l'intérêt de tout cela, de changer d'outil actuariel, ça serait du coup d'avoir un code, enfin d'avoir son propre code en quelque sorte, de plus dépendre de code propriétaire, d'avoir des outils développés en interne sur des licences du coup qui sont déjà soit gratuites comme Python ou R, ou soit déjà qui existent déjà en général comme Excel. Il y a aussi l'intérêt, c'est de remettre à place ces processus. En général, quand il y a des quand il y a des processus qui sont un peu anciens, il y a du coup des collaborateurs qui partent. Alors, il y a des notes en général qui sont réalisées, mais on sait il y a des choses qui ne sont pas forcément toutes mises par écrite, et donc il peut manquer quelque chose des fois, et du coup, ça permet aussi de revoir et de remettre à place ces processus, et aussi de profiter des nouvelles comment dire, des nouveautés qui existent sur le marché pour peut-être améliorer, augmenter la rapidité et autres, et du coup automatiser plus de traitements ou améliorer les traitements qui sont réalisés. Alors, les étapes d'une migration réussie, ce que nous, quand je dis nous, c'est Talent Actualia, hein, ce que nous avons construit, c'est une matrice avec 69 critères qui couvre des axes fonctionnels. Qu'est-ce que vous faites comme traitement? Quels sont les produits, les garanties qui sont utilisées? Je reviendrai un peu plus tard. Technique, la technologie et la qualité des données. Ces 69 critères, ajoutés à 3 ateliers de revue des définitions d'une cible en termes de stratégie de migration et de technologie, en fait, permettent de cadrer la migration à venir. Ça permet très concrètement de dire le plan de migration, est-ce qu'on va faire un Big Bang ou est-ce qu'on va le faire par traitement ou par type de garantie, par type de produit, de définir une cible de technologie, d'envisager dès la phase de diagnostic les coûts du run. On peut utiliser des outils dont vous disposez. Il y a peut-être aussi la nécessité d'écrire des outils de visualisation ou des socles techniques complémentaires. Donc, de définir et de regarder le coût de ces nouveaux outils en termes de licence
versus l'outil que vous allez quitter, que vous allez décommissionner. Et ça permet aussi, au regard des critères et des entretiens qui sont réalisés, de regarder quelle est votre capacité à faire en interne. Et si sur certaines périodes, vous avez besoin de renfort en externe, eh bien déjà, en termes de charge et de coût, de dire, eh bien, sur telle période, il faudra 2 ou 3 personnes de renfort, pour vous renforcer et donc d'envisager le coût. In fine, on se dit coût interne des ressources, coût externe des ressources, coût des nouvelles licences pour acquérir des nouveaux outils si nécessaire, versus économie faite sur les licences des outils que vous quittez, d'avoir un coût complet de la migration. Une première vision du coût complet de la migration. Ça permet enfin de mettre en exergue les risques, donc de se dire, on sait, je ne sais pas, sur telle période, on peut se dire qu'il y aura potentiellement un problème de compétences, et donc de se mettre déjà en position pour mitiger ces risques et de présenter les avantages de migrer. Donc, quand on dit risque et avantage, c'est vraiment risque-inconvénient. C'est-à-dire qu'à la fin de ce diagnostic, c'est de poser clairement au regard du coût et des risques, de se dire est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas. Ce n'est pas forcément intéressant toujours de le faire. Il s'avère que le contexte actuel tente à, enfin, nous laisse à penser que c'est quand même relativement souvent intéressant. Peut-être le moment de le faire. Voilà. Si on va suivant. Alors, comme je vous le disais, le diagnostic, il est réalisé en 4 temps. Alors, une première série d'interviews, d'analyses documentaires, d'observations de comment est-ce que vous travaillez, qui permettent de compléter les 69 critères, de les pondérer et donc d'avoir déjà une première vision de votre situation. Je vous le disais tout à l'heure, je reviens, je renforce le clou, c'est ensuite une définition de la cible technologique et de la cible en termes de stratégie de migration. Quand on dit à dire d'expert pour la cible technologique, c'est on pourrait rentrer dans une phase de RFI, RFP, et ça, si vous souhaitez rentrer dans une phase de RFI, RFP, si vous avez besoin de vos outils. Force est de constater, c'est que l'énorme avantage que nous, avec Talent, nous avons à s'associer avec Actuelia, c'est qu'Actuelia utilise de manière quotidienne les outils autour de l'actuaire. Donc, ils ont déjà une vision de ce qui est possible de faire avec les outils actuels. RFI, RF est possible, mais vu la maturité des outils, on peut se dire qu'à des aspects, on peut déjà définir une cible. Le troisième point, c'est de se dire, une fois qu'on a effectivement cette vision de la cible, qu'on a l'étude de l'existant, le diagnostic, on fait une analyse des résultats, on pondère, on mesure l'effort migré sur les aspects techniques. Donc, très concrètement, on se dit quelles sont les nouvelles licences, quels sont les nouveaux outils qu'on doit atteindre, acquérir, pardon. Et puis aussi, en termes de capacité humaine, les ressources dont vous disposez pour effectuer cette migration, compléter de ressources externes avec un coût pour vous aider à migrer. Sur les risques que je vais parvenir. Et in fine, c'est à la fin de ce diagnostic de vous présenter celui-ci et de vous permettre d'avoir un dossier de choix. Oui, on y va. Non, on n'y va pas. Et si on y va, quels sont les coûts et quels sont les risques qu'on doit couvrir pour s'assurer que ça fonctionnera bien. Alors, les critères. Si on va sur la slide suivante, je dis, il y a 3 axes. Les critères, ils sont fonctionnels. Le tout, c'est vraiment, je reviens, quelle va être la charge de travail pour la migration et quels sont les risques que vous allez subir lors de cette migration. Donc, on se pose la question des marchés, la volumétrie de type de garantie, le nombre de garanties élémentaires, la complexité de ces garanties. En fait, c'est la complexité des modèles de données qu'il va falloir migrer. Les traitements. Plus il y a de traitements à migrer, plus il y a de code à traduire. Alors, on l'a dit, Eugénie, les outils d'intelligence d'IA nous aident, mais il ne faut pas tout. Donc, il y a du travail derrière. Et puis, il y a la capacité à faire des équipes. Donc, votre capacité à faire des équipes, je reviens, ça va prendre, je vais prendre 100 jours hommes pour migrer. Vous en disposez de 80, eh bien, évidemment, il vous faudra 20 jours hommes pour vous aider. L'axe technologique, quels sont les outils que vous utilisez, la version de SaaS, les autres outils, Excel, les traitements SQL,
les coûts de licence et d'infrastructures qui sont liés aux outils que vous utilisez. Et puis un point quand même assez, assez sérieux sur la sécurité des données et s'assurer que si on quitte un modèle sécurisé, on retourne quand même dans un modèle sécurisé aussi. Évidemment, les bases de données qu'il faudra migrer, question des socles techniques, les niveaux d'hébergement, et puis ensuite tout ce qui est interface entre les outils que vous allez décommissionner et les outils qui vont être remplacés, le nombre d'interfaces qu'il va falloir recréer. Et puis, le dernier axe, c'est la qualité des données. On se posera, on va pas faire de tests sur vos données au niveau du diagnostic. Par contre, on va se poser des questions sur tout ce qui est le nombre d'erreurs que vous avez actuellement, le niveau de gouvernance et le niveau de documentation de cette gouvernance, de manière à se dire, moins vous avez d'erreurs, plus vous avez de gouvernance, plus vos données sont de qualité. Et donc, plus ça sera simple à migrer. Cette matrice, je le rappelle, ça permet de proposer un plan de migration, ça permet de proposer une cible en termes de technologie, ça permet d'estimer la charge de travail interne, externe pour cette migration, et in fine, ça permet de poser un dossier de choix entre le risque à faire, le coût à faire, versus les avantages. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, eh bien, on rentre dans une phase de contractualisation. On décommissionne et puis on va aussi certainement reprendre des licences si nécessaire. Mais tu m'arrêtes, mais généralement, si vous sortez de SaaS, typiquement, ouais. Et ensuite, eh bien, il y a un cycle. Alors là, je le mets en linéaire, mais ça peut être effectivement, si on est en Big Bang, là, hein, le point, c'est on migre toutes les données, on migre les traitements, on migre les données, on teste, et ensuite on passe en phase de run. Juste revenir sur le Big Bang. Ah oui, le Big Bang. Pardon. La migration des données, elle peut être en Big Bang. C'est-à-dire qu'on peut décider de tout migrer, migrer tous les traitements et toutes les données en une seule fois, ou on peut le faire par produit, ou on peut le faire par traitement. Et ça, c'est un choix qui est à faire en fonction de ce qui va être vu dans le diagnostic. Le Big Bang, c'est le plus simple, mais ce n'est pas le moins risqué. Migrer traitement par traitement ou migrer produit par produit, c'est plus compliqué, mais c'est moins risqué. Voilà, ça, c'est un choix qu'il faudra faire en fonction de ce qu'on a vu dans le diagnostic. Donc, je reviens, on décommissionne des solutions. Si nécessaire, on réacquiert des licences. On migre les traitements. On s'appuie sur l'IA pour migrer les traitements. Fidel nous en parlera tout à l'heure. On migre les données, test. Ensuite, on passe en run. En parallèle de la migration des données et du test, il faut adapter et refondre les processus et les bottom-up. Badera, tout à l'heure, disait que c'était aussi une opportunité de remettre à plat les processus. Et puis, sur les nouveaux outils, eh bien, il faut former et sensibiliser les équipes sur l'usage de ces nouveaux outils. Et donc, du coup, après, on va revenir un peu sur un cas un peu plus pratique d'une migration qu'on a fait il n'y a pas longtemps pour un de nos clients. Et aussi, par le passé, les différents sujets de migration qu'on a eu à avoir, à faire. Alors, du coup, en termes de migration, nous, on est intervenu un peu sur pas mal, enfin, pas vraiment sur pas mal de sujets actuariels. Euh, du coup, un peu tous les sujets qu'on avait, sur lesquels on intervient, aussi bien en tarification qu'en ALM. Euh, sur la partie tarification, notamment, on était intervenu sur une externalisation de SaaS, encore une fois, qui du coup, il y avait une envie d'avoir une maquette de tarificateur fait sur Excel qui était plus simple à manier et du coup, pour s'approprier et aussi même en termes de boîte noire, c'est un peu plus facilement éditable et, et même à prendre en main, c'est un peu plus facile pour des nouveaux intervenants. Donc, du coup, c'est vraiment tous les intérêts d'Excel, notamment par rapport à ça. Alors, tout n'est pas faisable sur Excel par rapport à ça, sinon on n'aurait pas eu besoin de ça, mais certaines choses sont faisables en tout cas. On avait aussi eu des cas de process sur SaaS qui faisaient des calculs de provision du coup, qui ont été externalisés. Alors ça, pour le coup, c'était pas forcément sur Excel, c'était en Python pour justement sortir de ça, c'est pour s'approprier la partie provision.
On a eu aussi des demandes pour lier pour des tableaux de bord, pour des suivis de tableaux de bord, aussi bien que, enfin, pour la partie inventaire que sur la partie plus analytique. Et en fait, le but, alors aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils de data visualisation automatisés qui sortent comme Tableau ou comme Power BI qui du coup en plus est intégré dans la suite Office, donc du coup qui permet vraiment de tout lier par rapport entre les fichiers Excel et autres bases de données Access ou autres. Alors Access ça existe un peu moins j'ai l'impression, mais ça existe quand même. Et donc du coup avec des produits comme Power BI, ça permet vraiment d'automatiser pas mal de processus en termes de reporting. On a vu aussi sur la partie réglementaire et solvabilité 2 pour fiabiliser tout ce qui est réglementaire sur la partie QRT et aussi du coup tout ce qui est calculatoire. Et aussi sur le modèle ALM, alors il y a pas mal d'outils ALM qui existent, un peu livrés, une boîte déjà prête à utiliser. Il y a quelques mois de on va dire pour spécifier vraiment les spécificités de chaque assureur, ou de chaque produit. Mais en soi, c'est déjà préconstruit. Mais ça reste un peu boîte noire et il y a eu quelques clients qui du coup se sont posés la question et qui du coup ont fait le choix de sortir justement de cette partie boîte noire et enfin, de pas avoir forcément la main dessus sur toutes les possibilités de le faire, qui du coup ont eu envie de plutôt développer ça sur Python. Alors sur Excel c'est faisable, mais ça reste quand même assez simpliste. Mais du coup c'était plutôt sur Python R et du coup bah, pour avoir un code propriétaire et du coup pour avoir la main dessus aujourd'hui. Du coup, on va faire le zoom sur l'un des derniers sujets qu'on avait eu le cas de traiter, notamment FIDA, euh, notamment sur la partie outils de... Merci beaucoup Mordechai. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un cas pratique sur l'outil de calcul de provision. On a choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui parle un peu à tout le monde, même si on ne travaille pas exactement sur les calculs des provisions. C'est un sujet, on va dire, plus simple à comprendre et on peut se projeter là-dedans. Alors, avant de commencer à présenter l'outil, on va faire un état des lieux. On va commencer par faire un état des lieux pour vous présenter un peu ce qui est déjà fait sur le marché ou bien ce que vous avez chez vous en assurance ou bien dans votre équipe, etc. Généralement, l'outil de calcul des PM est peut-être fait sur plusieurs outils, mais ce qui est le plus commun, c'est sur Excel et sur SAS. Alors, pourquoi on utilise deux outils? Alors, SAS pour préparer la base de données, enfin, je pense que c'est un outil dont vous êtes très familier et qui vous parle. Donc, on va préparer la base de données, on va sélectionner les variables, on va dire, importantes comme l'âge d'entrée, je sais pas moi, si on est en prévoyance, en incapacité, en invalidité, la prime payée, etc. Et ensuite, une fois notre base de données elle est préparée, on va ensuite venir calculer donc, les PM. La plupart des temps, les calculs des PM sont faits sous Excel et plus précisément sous VBA. Pourquoi? Parce que c'est un outil simple à utiliser, un outil familier par tous les actuaires. VBA, les fonctions VBA, une fois elles sont faites, bah, elles sont simples à utiliser. On a juste à appeler les fonctions, etc. Maintenant, en fait, on a ces deux outils, donc SAS et VBA. Ça fait que le calcul des PM, c'est un peu complexe, un peu chronophage. On a besoin peut-être de deux équipes, une équipe qui prépare la base de données, une équipe qui fait le calcul des PM. Ce n'est pas, les informations ne sont pas consolidées. On n'a pas les informations sous la main directement. Du coup, on a besoin de solliciter pas mal de personnes, ce qui rend un peu le processus un peu lent. Donc nous, en tant qu'actuaire, on vient pour automatiser, simplifier et centraliser tout ce processus. Donc notre objectif, c'est de rendre en fait le calcul des PM plus simple et plus compréhensible par tout le monde, par toute l'équipe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va consolider toutes les informations sous un même environnement. Dans notre cas et dans cet exemple, c'était sous Snowflake. Pourquoi sous Snowflake? Parce que c'est un outil dont on peut utiliser deux langages, enfin plusieurs langages différents, dans Python et SQL.
un outil simple à utiliser et on peut se familiariser même seulement. On n'a pas besoin de beaucoup de formation derrière. Euh, Alors, on ne fait pas forcément la pub pour Snowflake enfin, on n'a pas de lien avec eux, mais pour le cas, c'était ce qui répondait le mieux aux besoins et qui était déjà aussi existant en interne. Du coup, qui a permis aussi de s'appuyer sur ce qui existait déjà, mais après, aujourd'hui, c'était Snowflake, demain, ça pourrait être un autre outil qui, du coup, dépendrait en fonction de chaque besoin et de chaque client. alors, donc, pour résumer, tout d'abord, on avait un calcul de PM disjoint complexe. Nous, on vient consolider toutes les informations sous le même environnement. Ensuite, automatiser tous les calculs, donc, et la préparation de données et le calcul de PM. Et ensuite, on espère avoir un processus simple, efficace et plus rapide. Alors, je vais vous présenter maintenant comment c'était fait, enfin, en grande ligne, bien sûr. Un peu plus en détail. Alors, donc, on a tout ce qui est étape de préparation de la base de données. Cette base de données, donc, comme je vous l'avais dit, elle est développée sous SAS. Ce qu'on vient faire tout d'abord, c'est d'analyser donc ce code, bien le comprendre afin de peut-être vouloir l'optimiser, voir s'il y a peut-être un audit à faire, si peut-être on a des variables qui n'étaient pas déjà prises en compte qu'on va rajouter, qui va nous rendre les calculs DPM un peu plus simples ou bien un peu plus précis. Une fois que cette analyse est faite, on va ensuite la traduire sous Python ou bien sous SQL. En fait, ça dépend de votre besoin et ça dépend du souhait du client. Maintenant qu'on a notre base de données, on va ensuite passer à notre calcul DPM. Alors, les calculs DPM, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est fait sous VBA. Donc, c'est fait sous des fonctions VBA, sous Excel. Donc, nous, on vient étudier ces fonctions, on vient les analyser. Voir si en fait, ça cadre bien avec les calculs DPM, si on utilise les bonnes notions, par exemple les bons taux techniques, etc. Une fois que ces calculs et cet audit est fait, on va ensuite les traduire sous la plupart, enfin, par exemple pour ce cas-là, sous Python et toujours sous le même environnement. Donc, maintenant qu'on a un code optimisé de la préparation de la base de données et donc des calculs DPM, on va tout centraliser donc sous le même outil avec différents notebooks, notebooks bien détaillés. Par exemple, notebook 1, c'est la préparation de données. Ensuite, notebook 2, c'est calcul DPM, etc. Une fois tout ces calculs est fait et tout est validé et qu'on est sûr de bien cadrer avec les outils qui sont déjà faits en interne, on va passer ensuite à l'étape de documentation où là, on va documenter tous les codes et tous les process afin que ça soit plus clair et afin de garantir que ça soit très compréhensible par toute l'équipe et par les personnes qui travaillent sur les PM. Comme Mordechai et Franck l'ont indiqué tout à l'heure, on a un outil qui peut être qui peut nous être très utile et c'est tout ce qui est IA. L'IA ici, on va l'utiliser comme plutôt un aide et on va pas se reposer que sur l'IA pour faire tous nos travaux. Alors, l'IA va nous aider par exemple à optimiser, à nous donner des calculs plus simples, à nous donner des solutions plus rapides. On ne sera pas là à être emmené à chercher dans tous les forums, etc., à poser des questions, etc. Du coup, ça, c'est un gain de temps très, très utile. Et ce gain de temps qu'on a pu avoir, on va ensuite, nous, l'utiliser pour avoir un œil plus critique sur tout ce qui est fait. Par exemple, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on va analyser et auditer tout ce qui est fait afin de s'assurer que tout cadre avec la réglementation. On va également, par exemple, regarder, je dis n'importe quoi, mais par exemple, sur les fonctions VBA qu'ils ont faites pour les calculs des PM, on va s'assurer que toutes les variables utilisées sont des variables qui parlent à chaque actuaire. Par exemple, je sais pas, nommer une variable taux technique, nommer une variable AX qui peut parler à plusieurs actuaires, etc.
Et donc, ce qui rend le code plus simple et plus compréhensible par les connaisseurs du métier. Et ensuite, on va également rajouter enfin, avoir une valeur ajoutée. Et c'est, par exemple, une manière d'améliorer les calculs des PM pour que ça soit plus précis, ou bien avoir des PM version comptable et version solvabilité 2. Et c'est comme ça qu'on va, par exemple, améliorer le code, mais tout en s'assurant qu'on cadre bien avec tout ce qui était déjà fait en interne. Et finalement, une fois tout ce process et tout ce travail est fait, nous, en tant qu'actuaires, on vient pour vulgariser l'information, on vient pour documenter et former les équipes, que ce soit par exemple en session de formation ou bien en ayant un outil ou bien un petit livret qui explique tout ce qui était fait et pour que ce soit peut-être aussi dans le futur audité par d'autres personnes derrière. Du coup, voilà, je pense que c'est bon de mon côté. J'espère que c'était clair pour vous et merci pour votre attention. Merci à tous pour votre participation. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, on peut attendre 2-3 minutes s'il y a des questions. N'hésitez pas et on reste disponible si, pour d'éventuelles questions par mail. D'ailleurs, on n'a pas mis non plus, mais sur, sur LinkedIn ou par mail si besoin. Merci à tous. Apparemment, c'était désactivé. On vient d'activer le normalement. Je commence et puis tu reprends. Euh, alors, vaste sujet. Moi, j'aurais tendance à dire que la phase de diagnostic qui présente la complexité de votre situation, donc la charge de migration, comme l'a dit Mordera tout à l'heure, ça permet aussi de poser lors de la migration une simplification des processus. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment sur les processus. Et puis, comme l'a dit Fida, ça permet aussi, lorsqu'on traduit les codes, on traduit l'ensemble des codes et l'ensemble des traitements sur un ou deux langages unifiés qu'on les documente. Forcément, lorsqu'on documente, on se pose la question, on limite les redondances et naturellement, on simplifie ce qu'on fait. J'espère avoir répondu. Oui, après, il y avait un point supplémentaire qui était soulevé, c'était vaut-il mieux simplifier dans le modèle de départ, puis migrer ou faire les deux en même temps? Alors ça va dépendre un peu le plus simple, ça serait plutôt d'abord de migrer tout ce qui est donné et d'après, du coup, une fois qu'on est sur le nouvel outil, de simplifier et d'optimiser les processus. Parce que du coup, sinon, ça va doubler du coup, les temps de développement en termes de processus. Vous allez devoir peut-être développer un processus dans un langage peut-être différent qu'au final de la cible ou autre. Donc, le mieux serait d'abord de, de migrer, d'être sûr qu'on est, qu'on est ISO, enfin, qu'on ait les mêmes résultats, les mêmes calculs, les mêmes données, qu'il n'y a pas eu de perte entre les différents outils, et après, puis d'optimiser, enfin, ou de modifier. Ou bien, enfin, Moi, ça, on peut faire cette technique, mais pour avoir fait beaucoup de migrations, on se pose souvent si l'optimisation de l'ordre de migration. oui, l'ordre, oui, mais C'est-à-dire que, alors, il faut effectivement migrer. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut effectivement migrer les données et s'assurer que on a les mêmes données dans le nouveau système d'information par rapport au précédent. Mais la migration en tant que telle, poser les processus, les refondre et adapter les traitements, traduire les traitements sur ces nouveaux processus,
Pour moi, c'est fait en parallèle. Lors du recettage pour la migration, du coup, d'en profiter pour Tout optimiser. à fait. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Oui, non, pas, enfin, pas de tout migrer tel quel et après optimiser dans un second temps. D'accord. Mais Oui, oui, oui. oui. Ah, oui. Du coup, vu qu'il y aura du recettage qui sera fait, vu que pour migrer l'ancien vers le nouveau, autant en profiter pour justement lors de cette étape-là d'optimiser l'existant. Il existe d'autres outils à part Snowflake pour migrer. Alors, Snowflake n'est pas forcément, enfin, c'est pas un outil pour migrer, c'est un outil qui du coup permet de faire un peu comme ça, euh, des requêtes SQL. Et en plus de ça, ce qui permet aussi d'avoir du code Python intégré directement sur les bases de données. Il y a d'autres outils comme Nime qui existent pour remplacer SAS ou qui font aussi des traitements de données. Mais après, encore une fois, tout va dépendre du besoin et de la cible attendue. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations? Bah, merci à tous encore pour votre Participation. participation. Bonne Bonne journée journée à à tous tous et et à très vite. Merci merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci, au Merci, au revoir. revoir.